Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. La pandémie du coronavirus ne freine en rien les consultations prénatales. Le suivi gynécologique des femmes enceintes se poursuit dans les centres de santé, mais des mesures sont prises pour préserver la santé de la mère et du fœtus. La question de l'hygiène menstruelle demeure un sujet tabou dans nos sociétés. Alors qu'une bonne hygiène menstruelle peut sauver des vies, il est temps d'agir et de briser les tabous. Le palmier à huile est un arbre aux multiples richesses, de la racine en passant par le tronc jusqu'aux feuilles. Rien n'est à négliger sur cet arbre, sa transformation est une source de richesse. Devant l'inquiétude que génère l'épidémie de Covid-19, les femmes enceintes bénéficient toujours d'un suivi normal de grossesse et les parturientes ayant besoin de consulter un gynécologue pourront le faire, mais en respectant les mesures barrières contre le coronavirus. C'est ce que nous ont confié deux gynécologues obstétriciens rencontrés à Cotonou par Louis Koudogbo et Patrick Adjakboudjou. Pour freiner la propagation du coronavirus, c'est le geste le plus simple à adopter. Se laver les mains suffisamment longtemps avec du savon. Ici, ce gynécologue obstétricien donne l'exemple. Un geste obligatoire pour toutes les femmes enceintes qui viennent en consultation dans son cabinet. Vous devez laver les mains, obligatoirement. Après les avoir lavé la main, on vous prend la température. La distanciation de 1 mètre, 1,50 m est obligatoire. Même quand vous venez en couple. Et quand on prend la température, 99,99%, c'est normal. Mais quand ce n'est pas normal, il y a des questions qu'on doit poser. C'est-à-dire, il y a des fiches à remplir. Est-ce que depuis quand vous avez la fièvre? Est-ce que vous venez d'un voyage? Est-ce qu'autour de vous, il y a des gens il y a des questionnaires à remplir? Mais jusque-là, on n'a pas eu ça. Si dans son cabinet médical, ce professionnel de la santé n'a pas encore enregistré de porteur du coronavirus, le nombre de patients en consultation a toutefois considérablement baissé de plus de la moitié. Le nombre a beaucoup diminué, je peux le dire du tiers. Actuellement, on a à peine le tiers de ce que nous avons l'habitude d'avoir. Les accouchements n'ont pas changé, les interventions n'ont pas changé, mais au niveau des consultations, ça a beaucoup diminué. Conséquence, le suivi des femmes enceintes est au ralenti. Le cabinet fonctionne désormais au rythme imposé par le coronavirus. Ziad est aussi gynécologue. Plus aucune patiente ne peut venir se faire consulter chez lui sans porter son masque de protection. Puisqu'il faut veiller à la bonne santé des futures mères, il prend plus de précautions. Avant tout examen, on va se laver les mains ou on va utiliser le gel hydroalcoolique, mais en général, moi, je préfère les laver. Donc, on va faire notre consultation. À la fin de l'examen, ça va être pareil. Si on utilise, par exemple, l'échographe, on va faire une systématiquement comme c'est demandé. Encore plus maintenant avec le Covid, on va essayer de désinfecter en fait les sondes d'échographie pour ne pas avoir à les utiliser avec une patiente suivante en fait. Le coronavirus bouscule les habitudes. La baisse du taux de fréquentation est-il due à la crainte des patientes de contracter le virus ou de contaminer leurs enfants? En tout cas, difficile d'affirmer pour le moment que les patientes enceintes seraient à risque de contracter le coronavirus. En ce qui concerne la transmission mère-enfant, on ne peut pas donner un avis clair, mais on sait juste que la transmission n'est pas sûre et même si elle existerait, elle existe, les taux sont plutôt faibles en fait. Une lueur d'espoir pour les futures mamans qui ne doivent en aucun cas s'inquiéter pour les examens prénataux obligatoires. En parlant toujours de la santé, les menstrues constituent un moment important dans la vie de la jeune fille qui passe de l'enfance à l'adolescence. Dans de nombreux pays, les filles vivent cette période avec trop peu d'informations et d'aide. Une bonne hygiène menstruelle peut sauver des vies et il est important de briser les tabous afin de permettre à la jeune fille de bien vivre ses menstrues. Gloria Oni.
C'est une spécificité féminine, on peut encore la désigner comme un phénomène physiologique chez les femmes. Quand elles arrivent, les menstrues rappellent la fécondité. La femme est alors capable de concevoir. Mais dans de nombreux pays, les menstrues sont source de discrimination sexuelle et le plus souvent tabou. Bon, les menstruations ne peuvent pas être un sujet tabou, puisque cela concerne la vie normale d'une femme. Il n'y a pas de femme qui n'aurait pas normalement des règles. Il faudrait que ces tabous soient levés immédiatement. Simple phénomène biologique, mais dont la gestion présente d'énormes difficultés et constitue parfois un obstacle à la vie de la jeune fille. Les menstruations, ça commence à des âges variés. En moyenne, on s'attend à avoir les règles la première fois autour de 14 ans. Les femmes et filles en période de menstruation sont souvent considérées comme sales ou impures, ce qui peut créer des dysfonctionnements dans la vie de ces dernières. De nombreuses attitudes et croyances culturelles négatives leur sont encore associées. Toutefois, la jeune fille qui a ses menstruées doit prendre soin de son intimité. Cela lui éviterait les sensations d'irritation, les infections ou encore les odeurs. Il y a les serviettes hygiéniques qui imitent les couches traditionnelles et puis il y a les tampons qui sont insérés, eux, dans la cavité vaginale. Donc il faut choisir un modèle ou peut-être mixer les modèles, ça dépend de l'habitude de la femme et surtout changer régulièrement. Donc la fréquence de changement doit être en moyenne de 4 heures. Briser toute superstition liée aux menstrues et assurer aux femmes de bonnes conditions sont les problématiques importantes du développement. La célébration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle à l'Université d'Abomey-Calavi a été l'occasion pour dialoguer sur l'environnement de l'hygiène menstruelle et à émettre quelques pistes de solutions. Le gouvernement béninois envisage de se doter d'une raffinerie de pétrole. Pour y parvenir, il a noué un partenariat avec un cabinet chargé d'évaluer l'opportunité de ce projet. En cas de succès, le pays deviendra autosuffisant en produits pétroliers et pourrait même en profiter pour approvisionner les autres pays de la région. Le Bénin n'est pas producteur de pétrole, mais pourrait se ravitailler auprès de son voisin nigérian pour approvisionner son usine. De son côté, le Nigeria, qui n'arrive qu'à raffiner 10% de sa production, pourrait acheter des produits pétroliers au Bénin au lieu d'avoir recours à des importations plus coûteuses venant des fournisseurs situés à des milliers de kilomètres. L'organisation de la filière palmier à huile sélectionnée au Bénin a connu de grandes étapes historiques. Le programme de plantation à grande échelle a été lancé par l'État colonial dans les années 1950, puis renforcé après l'indépendance en 1960 par l'État béninois. Selon les agronomes, cette plante constitue une source de richesse. L'ingénieur agronome Marc Sewayi en parle au micro de Stanislas Linkmont. Si nous prenons les feuillages de palmier à huile, c'est avec ça que nous faisons le balai. C'est avec ça qu'on fait de clair. Et vous voyez, clair, ça veut dire qu'on peut faire palissade avec ces branchages. Et vous êtes encore malade, vous prenez les feuilles de palmier à huile, vous coupez, vous préparez, ça fait le paludisme. On descend encore sur ces régimes. Si nous prenons un régime de palmier à huile, c'est ça qui donne de l'huile rouge. Si nous exploitons l'huile rouge, il y a l'huile de palmiste qu'on utilise encore. Si nous exploitons tout ça là, la coque de palmier à huile, ça fait du feu. Et c'est avec ça que les forgerons faisaient les outils agricoles. Nous coupons le tronc de palmier à huile en plusieurs, ça donne un chevron. Et c'est avec ça qu'on peut tôler les maisons. C'est avec ça qu'on peut faire la toiture des maisons dans l'ancien temps. Maintenant, si nous prenons ces racines de palmier à huile, si vous avez un peu de problème au niveau de vos dents, vous chauffez, vous faites bien de bouche là, ça traite mot de dents. Si on laisse tout ça là maintenant,
on prend son vin. Le vin de palmier, c'est une bonne boisson. Et à travers le vin de palmier, on fait ce qu'on appelle l'alcool sodabi. Sodabi, dans notre pays, vous savez ça fait ce que ça fait. Au cours de n'importe quelle cérémonie, on doit trouver sodabi. Mais il y a beaucoup de choses que les gens négligent encore. Et celui qui a exploité, par exemple, l'huile de palme, il doit savoir que les tourteaux soient utilisés par les animaux ou bien par l'homme aussi pour faire de feu. Les régimes là, vous laissez quelque part, vous arrosez un peu, ça donne de champignons. Et c'est très nourrissant encore pour la population. Si nous finissons tout ça là, les déchets, les tourteaux, tout ça là, on peut mettre ça dans ce qu'on appelle biogaz. Ça peut donner encore autre lumière et vous mettez ça dans un réservoir, ça vous donne la lumière pour allumer, ça vous donne gaz pour préparer tout ça là. Suivons à présent les faits marquants de l'actualité nationale en bref et en images. La Nation en bref, c'est une compilation réalisée par Rodrigue Babagbeto. Le Bénin ambitionne la construction d'une usine de raffinage de pétrole. Le Conseil des ministres du 3 juin dernier a décidé de contractualiser avec un cabinet qui sera chargé d'étudier les perspectives du marché à l'horizon 2030, notamment les tendances principales de la demande et de l'offre de produits pétroliers raffinés, ainsi que leur impact sur l'équilibre du marché. Ce cabinet devra également déterminer la faisabilité économique d'une telle raffinerie du point de vue de son dimensionnement et de ses conséquences sur le reste de la chaîne des valeurs du secteur pétrolier au Bénin. Ce projet de construction d'une raffinerie vise à relever le secteur pétrolier, entre dans la perspective d'assurer une meilleure satisfaction de la consommation intérieure du Bénin et entend contribuer au ravitaillement des pays de la sous-région. Comment prévenir la Covid-19 par la nutrition? C'est le but de cette formation initiée par l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, à l'endroit des chargés de communication des mairies. Financé par la Banque mondiale à travers le projet de nutrition et de développement de la petite enfance, cet atelier vise à donner aux communicants territoriaux la vraie et la bonne information relative non seulement à la pandémie de la Covid-19, mais aussi à la nutrition adaptée au contexte pour renforcer le système immunitaire, ce qui leur permettra de mieux informer les populations à la base. 10 000 hectares de plantations d'ananas et 135 000 hectares de plantations de noix de cajou vieillissantes vont bientôt être remplacés ou développés par des producteurs de matériel végétal à haut rendement. Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé un crédit de 160 millions de dollars, soit environ 93 milliards de francs CFA, de l'Association internationale de développement IDEA. Les producteurs souhaitant se lancer dans les produits frais en grande demande sur les marchés régionaux et internationaux seront aussi appuyés. Ce financement de l'institution de Bretton Woods s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité des filières et à la diversification des exportations. Hors de nos frontières, en Namibie, la compagnie électrique nationale veut raccorder 45 000 personnes au réseau électrique dans la localité de Rumfi-Ouest. L'opération entre dans le cadre de la phase 8 du programme national d'électrification rurale. Cette électrification se fera par raccordement des populations qui le désirent au réseau électrique national qui a été étendu à cette localité du pays. Selon la Banque mondiale, la Namibie avait un taux d'électrification nationale de 53,9% en 2018. Le pays vise un taux d'électrification rurale de 50% en 2020. Ainsi se referme cette édition. Retrouvez ce journal sur le site de l'OATB, www.oatb.pj.